Les juridiques numéro 4, semaine 21, samedi, n'importe quoi. C'est du 23 au 27 mai 2016. Cette semaine, pas de loi organique, donc projet de loi ordinaire en commission du Sénat. On aura liberté de la création, l'architecture et le patrimoine. Donc projet de loi qu'on avait déjà vu dans, il me semble, la veille numéro 2. Donc je vais y revenir quand même. C'est vrai que dans la première présentation, je n'avais abordé que l'aspect culturel, patrimonial, architectural. Le patrimoine architectural et archéologique. Mais c'est vrai qu'il y a aussi tout un volet culture. Donc en intégrant la notion de liberté de création, qu'on veut donner une dimension liberté fondamentale, qu'on veuille donner une dimension fondamentale à la liberté de la création. Pourquoi pas. Mais aussi des des aspérités techniques, du style licence radio pour toutes les web radios. Donc forcément, liberté de la création, c'est aussi la liberté de la diffusion. Donc forcément, comme ça touche aux droits des ayants droit, ça touche directement au coût et aux revenus de l'exploitation, il y a forcément ce sujet des licences, et notamment pour les web radios cette fois-ci. On aura aussi donc le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs, donc dite loi travail. Donc je crois que le plus important pour ma part a été dit dans la veille numéro 2, il me semble, par rapport à ce que je disais sur le Conseil d'État. Donc le seul truc que je peux rajouter aujourd'hui, c'est que a priori, j'ai lu en biais, mais je n'ai pas vu, il m'a pas semblé, de modification des textes en ce qui concerne les sujets que j'ai déjà traités dans les précis, à savoir les congés non rémunérés, donc les soutiens familial, solidarité, événement familial, accompagnement de personnes en fin de vie, etc., etc. Ça n'était pas dedans, il m'a pas semblé. Le gros de ce qui rentrait dans le champ de la négociation collective et qui était d'ordre public ne concernait pas ce type de congé. Donc a priori, ça restera inchangé pour le moment. Mais si ça change, je remettrai à jour tout ça, bien entendu. Par la suite, projet de loi ordinaire, commission de l'Assemblée nationale. On a le projet de loi visant à la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, donc dite loi Sapin 2. Donc celle-ci est intéressante. Celle-ci est intéressante cette semaine parce que elle nous dit qu'elle vise la transparence. Parce qu'elle nous dit que la transparence de la prise de décision publique et de lutte contre la corruption, notamment de la corruption d'argent public étranger. Donc voilà, le cadre est posé. Il nous dit, et pour ce faire, on va passer par différents axes. Donc le premier, renforcer la transparence, forcément, par le dispositif là, qui a eu bonne presse ces derniers temps, la protection des lanceurs d'alerte, notamment dans l'affaire des Panama Papers, en proposant aussi, par un autre levier, la transparence des comptes des sociétés du secteur agricole. Là, je ne sais pas à quoi ça fait référence. Il y a aussi, pour mieux lutter contre la corruption, ils se sont rendus compte qu'il existe une relation entre l'indice de perception de la corruption d'un pays et le niveau d'investissement dans celui-ci. Et c'est pas faux. Donc c'est une bonne chose. Il prévoit aussi de créer l'infraction de trafic d'influence d'agents publics étrangers. Donc c'est très bien dans la mesure où, comme je l'ai expliqué sur le précis sur les principes généraux du droit pénal, la loi pénale est d'interprétation stricte, et c'est vrai, si cette infraction n'existe pas,
peut-être est-ce compliqué de la poursuivre. Bien que, à mon avis, il existe suffisamment de éléments constitutifs de cette infraction pour pouvoir agir dessus, mais bon, au moins si elle est créée, voilà. Il n'y a plus aucun problème pour qualifier et pour apporter les preuves. Le troisième volet, et non des moindres, qui vise à moderniser la vie économique donc, veut apporter des financements plus diversifiés de notre économie tout en assurant la protection des investisseurs. Donc plus diversifiés par rapport à l'étranger, évidemment, aux États étrangers notamment. Et enfin, une polémique qui déjà commence. Dans un article du Monde, un avocat fustige l'article 24 de cette loi dite loi Sapin 2 en ce qu'elle donnerait une impunité aux États étrangers qui serait un net recul à son sens de tout ce qu'a pu apporter comme avancée la justice internationale. Donc forcément, je suis allé voir cet article 24 qui, entre autres choses, propose d'insérer un article L111-1-2 qui dit ceci: des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique des États étrangers, j'en ai enlevé la moitié, qu'en cas de renonciation expresse et spéciale des États concernés. Donc, bah oui, c'est bien la peine de faire un texte là-dessus. S'il faut l'accord, à mon avis, ça doit déjà être plus ou moins les conventions internationales en matière diplomatique, qu'on peut agir sur les diplomates étrangers qu'avec leur consentement. Donc, je ne sais pas si elle favorise ou si elle apporte une nouvelle immunité aux États étrangers, mais en tout cas, elle n'a pas l'air servir à beaucoup de choses, ce nouvel article L111-1-2. Donc voilà, la loi Sapin 2. Commission mixte paritaire. Donc la commission mixte paritaire, on aura la loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et le financement, et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale. Donc on avait déjà vu dans le précis numéro 3, je crois bien, et par rapport à ce qu'elle apportait enfin un cadre juridique spécifique à l'intervention des forces de l'ordre en cas d'attaque armée. Par rapport à la légitime défense, c'est toujours assez compliqué, donc voilà, en ça elle était intéressante. Dans les propositions de loi, on a une proposition de loi visant la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias. Donc ça, c'est très bien, C'est pas au jour d'aujourd'hui qu'on va dire le contraire. Dans cette proposition de loi, on trouve un argument qui est celui-ci. Or, cette indispensable confiance, donc on parle de la confiance dans les médias, est aujourd'hui singulièrement altérée dans notre pays. Le taux de confiance de nos concitoyens à l'égard des médias est à 39%, de 10 points inférieur à la moyenne relevée dans 27 pays industrialisés par le baromètre de confiance, blablabla, en janvier 2016. Cette défiance globale revêt deux traits particulièrement inquiétants. Notre pays accuse le plus fort écart entre le niveau de confiance accordé aux médias par le quart des foyers les plus favorisés et le reste de la population, passé de 4 à 16 points depuis 2010. Nos concitoyens portent en outre un regard très sévère sur l'exercice du métier de journaliste, seuls 27% d'entre eux les estimant indépendants des pressions politiques et de l'argent, selon le plus récent baromètre réalisé par TNS Sofres Lacroix février dernier. Donc, constat d'inquiétude, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, par rapport à ça, il se propose par le biais de 11 articles. Par le premier, une extension à l'ensemble des journalistes du droit d'opposition à toute pression, reconnu aujourd'hui aux seuls journalistes de l'audiovisuel public, donc dans le privé,
tu fermais ta gueule. Demain, ils pourront l'ouvrir. Bon, à leur risque et péril, j'imagine, mais ce sera autorisé. Ah oui, dans le projet de loi, il y avait une phrase qui disait « Il, le journaliste, ne peut être contraint à accepter un acte contraire à son intime conviction professionnelle, formée dans le respect de la charte déontologique de son entreprise ou de sa société éditrice. » Donc ils veulent que les sociétés éditrices établissent des chartes de déontologie, blablabla, des choses comme ça, quoi. Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est que il y a la notion de intime conviction professionnelle. Et là, il y a un débat et il y a des amendements qui ont été débattus pour retirer ce terme, car il serait a priori inconstitutionnel dans le sens où trop vague, donc ce qui conférerait à la loi un manque de précision. Donc l'intime conviction professionnelle risque de ne pas être dans le texte final, mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'il propose d'autre à la place? Voilà, c'est ça la question surtout. Dans cette idée-là, qu'est-ce qui peut être assez bien défini pour pouvoir respecter les principes fondamentaux du droit lorsque l'on définit cette pensée? Voilà, ça c'est la question. Il y aura un article 2 qui réglera la définition des pouvoirs de régulation du CSA en matière de pluralisme, d'honnêteté et d'indépendance de l'information et des programmes vis-à-vis des actionnaires. Ça, c'est clairement écrit dans la loi, vis-à-vis des actionnaires. Donc, il y en a d'autres. Il y a les 9 autres articles, mais ces deux-là, c'était les plus importants pour aborder cette proposition de loi pour le pluralisme des médias. Toujours proposition de loi, donc on a aussi la proposition visant à encadrer la rémunération des entreprises et une proposition pour tendre à l'autonomie des femmes étrangères. Bon ben écoute, affaires européennes internationales, donc en commission du Sénat, on aura un rapport d'information de proposition de résolution européenne et d'un avis politique de M. Éric Bocquet sur le thème du détachement des travailleurs, donc en Europe, bien évidemment. Une réunion France-Palestine. Rencontre débat sur la question de la violence des colons. Avec M. Nasser Dawabche, frère de M. Saad Dawabche, victime de l'attaque de Douma du 31 juillet 2015. Donc, comment dire? C'est vrai que là, est-ce une nouvelle façon de voir ce problème? Donc, un débat qui risquerait d'être relativement intéressant, si ce n'est extrêmement polémique. Enfin, au chapitre des réunions. On aura des réunions sur le thème du salaire minimum au sein de l'Union européenne. Après, comment ça s'appelle? Après la mobilité des travailleurs, on aborde enfin le problème du salaire minimum. Visiblement, on va tendre à homogénéiser les droits. On va parler du salaire minimum. Les enjeux technologiques de l'intégration des énergies renouvelables au réseau électrique. Il serait grand temps de se poser la question, au vu des chantiers que les particuliers, notamment, commence à entreprendre en ce moment. Il y aura aussi, et là ça va être le gros sujet, ça va être la mode, ça va être la saison, la désignation des rapporteurs spéciaux sur le projet de loi de finances pour 2017 et du rapporteur pour avis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017. Donc ça, normalement, c'est pour la rentrée, mais ça commence, voilà, c'est parti. On va pouvoir s'organiser, et puis moi aussi, j'essaierai de faire quelque chose, notamment en commençant par le commencement, à savoir qu'est-ce qu'une loi de finances, et j'essaierai de la suivre. La délégation aux droits des femmes organise une table ronde sur l'accidentologie routière et les différences de comportement entre les hommes et les femmes au volant. Donc ça peut être intéressant à regarder. Voilà.
Donc, ma foi, voilà, c'est pas trop mal pour cette semaine. Veille juridique numéro 4, a priori, ce sera le dernier au format hebdomadaire. Pour la suite, je sais pas trop comment je vais m'organiser, mais c'était relativement, c'est pas relativement, c'était assez intéressant de suivre tout ça à la semaine. Mais bon, les délais plus la fréquentation sur le sujet font que je vais ralentir le rythme. Ou alors, c'est très probable, je ne sais pas comment je vais m'organiser, je vais voir. Je vais continuer ça, mais sur une chaîne dédiée. Comme ça, il n'y aura pas d'embrouille entre le droit positif et finalement quelque chose qui s'apparente à de l'action citoyenne, hein, de surveiller. De garder un œil sur la loi et les politiques qui vont avec. Voilà.